Alors, petite histoire de Caravani, il y a sûrement des gens qui ne connaissent pas encore beaucoup. Ça fait 25 ans que Caravani est dans les domaines de voyage, d'aventure. On est beaucoup sensible aussi à tout ce qui c'est l'environnement, puis c'est sûr que ça nous touche énormément, tout notre voyage. On est en plein nature, on voit depuis 25 ans comment la planète change énormément. Donc, on fait beaucoup des actions pour réagir, pour essayer de freiner ça à notre façon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, entre autres, sachez que, par exemple, quand vous achetez un voyage caravanier, dans le prix déjà, on calcule les carbones que vous faites en prenant l'avion, par exemple, de Montréal à Cusco, c'est 40 $. Donc, on met ce montant dans le prix. Puis, vous allez, par exemple, nous, on devient un intermédiaire. Donc, à toute la fin du mois, on va verser ce montant à cet organisme qui, entre autres, appuie plusieurs projets super intéressants un peu partout au monde. Puis aussi, on fait partir des 1% pour la planète. 1% pour la planète, ça veut dire qu'on donne 1% de notre chiffre d'affaires à cet organisme qui est quand même super intéressant, qui fait énormément des efforts puis des actions concrètes assez intéressantes aussi pour, entre autres, freiner les changements climatiques. Donc, il y a dans les sites Internet, je ne veux pas trop parler, je trouvais que c'était au moins 3 détails importants à vous partager, mais dans notre site Internet, vous pouvez justement aller voir un peu notre philosophie, notre éthique, l'équipe. C'est sûr que je voulais aussi vous partager, puis vous glisser un petit mot sur l'équipe Caravanier. Des fois, on a l'impression qu'on a une grande agence avec énormément de personnel, puis en fait, on est toute une petite équipe, on touche à tout. On est 4-5 personnes au boulot, on fait la production, on fait la vente, on guide aussi. Donc, on est vraiment, on porte souvent différents chapeaux selon la journée, selon les mois. On a toute une équipe aussi des guides qui, ça fait aussi vraiment longtemps qu'ils sont avec nous. Donc, on est nombreux, mais pas nombreux vraiment en même temps au boulot. Donc, quand vous nous appelez des fois, c'est sûr que des fois, je peux être en guidage ou je peux être en train de faire la production ou ça va être avec moi que vous allez parler pour la vente. Donc, on porte plusieurs chapeaux. C'est quand même assez intéressant parce que la plupart d'entre nous, on a fait le voyage, on connaît assez bien, on connaît les partenaires. C'est vraiment, on essaie d'être encore, de rester avec d'être une agence aussi avec qui on connaît vraiment chaque personne qui fait le voyage. On va souvent sur les terrains. Ça nous permet de mieux pouvoir comprendre puis de mieux jouer avec nos itinéraires. Donc, mais je me présente parce que des fois, j'oublie aussi de me présenter. Donc, mon nom, c'est Mariana. Ça fait pour moi 8 ans que je travaille pour Caravani. Je viens du Mexique. Puis le Pérou, ça faisait longtemps que j'étais fascinée par ces pays. Quand j'ai commencé à travailler pour Caravani, un des premiers voyages qu'ils m'ont envoyé à faire en trek, c'était au Pérou. Puis j'ai encore tombé plus en amour. J'ai vraiment adoré les pays. Je me sentais tellement bien. J'ai eu l'opportunité d'y aller maintenant. Ça 4 fois que je suis allée. J'ai eu l'opportunité de connaître la plupart, en fait, tous les circuits qu'on propose, sauf les Waiwash. Donc, ça me fait toujours plaisir chaque fois que je pars avec vous, chaque fois que je pars avec l'équipe locale. Pour moi, c'est comme une façon aussi de voyager. Et bon, vous avez compris aussi que c'est ma passion voyager, c'est ma passion de les montagnes, la mer. Donc, je suis toujours enchantée de vous partager cette passion. Et c'est sûr qu'il y a ma collègue Ophélie puis Vico. Donc, Ophélie, elle est aussi une passionnée de voyage. Elle travaille pour Caravanier depuis peut-être 4 ans. Elle s'occupe de plusieurs destinations, beaucoup en Afrique, mais elle est aussi responsable avec moi du Pérou. Donc, on travaille en équipe pour cette destination. Donc, sûrement aussi, vous allez parler avec Ophélie. Elle était déjà allée au Pérou également. Puis aussi, elle aime beaucoup cette pays. Donc, c'est pour ça qu'elle s'apportait volontiers d'être dans mon équipe Pérou. Puis Vico, je ne peux pas commencer à parler du Pérou sans parler de Vico. Vico, en fait, c'était un des premiers guides caravaniers. Donc aussi, ça fait vraiment longtemps
qui travaille avec nous. Lui, il était guide, puis à un moment donné, il aimait pas trop dans l'agence avec qui, l'opérateur avec qui on faisait affaire et pour laquelle il travaillait. Vico trouvait que les porteurs, justement, n'étaient pas bien traités et les salaires n'étaient pas assez justes. Puis lui, il rêvait d'avoir une agence, justement, où tout le monde était bien payé, bien traité, qu'il y avait, qui donnait l'agence une importance pas économique au voyage, mais une importance aussi que l'impact social et environnemental était là. Puis nous, c'est justement qu'est-ce qui nous appelle et pourquoi aussi on fait notre travail. Donc, c'est sûr on était content de trouver quelqu'un qui avait justement la même vision que nous. Puis, on l'a aidé à créer son agence. Puis, depuis là, on travaille avec Vico. Vico, maintenant, est devenu guide des fois, mais surtout les chefs opérateurs, c'est lui qui gère toute la logistique de notre voyage. Il habite à Cusco. Donc, vous les voyez presque jamais, mais sachez que c'est beaucoup grâce à lui qu'on fait des très beaux voyages au Pérou. Donc, Vico Pet a nommé officiellement, ça s'appelle Caravanier Pérou. Donc, quand on arrive, on met dans notre bagage qu'on va chez Caravanier Pérou. Excusez-moi. Donc, avec les amis, au début, on a envoyé des guides d'ici, des guides caravaniers, des guides qui habitaient au Québec. Au Pérou, des fois, les guides habitaient toute la saison directement au Pérou, mais avec les années, plusieurs guides, il y avait comme une génération de guides qui parlaient très bien français, qui étaient super passionnés. Sachez aussi qu'en Pérou, même si tu envoies un guide de caravanier qui habite au Québec, on ne peut pas nécessairement, il y a beaucoup de restrictions, il y a des certificats spécifiques qui sont faits pour protéger justement le travail des Péruviennes. Donc, quand on a rencontré Diego, Justino, Wilfredo et autres guides qui ne sont pas dans la photo, mais c'est les trois guides qui guident très, très souvent pour nous, on s'est dit, ils ont parlé ils parlent très, très bien français. Ils ont tous ces certificats. Ils sont vraiment passionnés par son pays et ils sont hyper professionnels. Donc, justement, avec l'idée encore d'appuyer, que notre voyage laisse plus d'impact positif aussi pour la société péruvienne, on a décidé que Justino, Diego et Wilfredo deviennent aussi des guides caravaniers. Donc, on a commencé à envoyer, mais plutôt des formateurs. Donc, ils ont reçu, tous les 12 ans, on envoie quelqu'un pour qu'ils continuent à avoir des certifications, mais maintenant aussi qui sont valides au Québec, donc entre autres des premiers soins, à propos de l'altitude, etc. Donc, c'est notre guide caravanier, mais c'est des guides péruviens francophones. Donc, ils vous accueillent directement à Cusco. J'aimerais vous présenter quelques photos juste pour nous mettre un peu dans l'ambiance, puis après, je vais continuer à parler.
Donc, voilà la carte. Donc, voilà le Pérou. Donc, on est en Amérique du Sud, évidemment. Il y a la Colombie, l'Équateur. Donc, les frontières, c'est avec la Colombie, l'Équateur, le Chili et la Bolivie. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a aussi un petit lac au milieu, c'est les lacs Titicaca. Donc, Pérou partage les lacs Titicaca avec la Bolivie. Donc, c'était juste pour vous situer. Après, il y a une autre carte que je voulais vous partager. Donc là, il y a les cordillères des Andes. Les cordillères des Andes qu'on les voit bien ici, avec Lima tout en rouge. Donc, c'est Lima dont on va atterrir pour après tout de suite prendre notre avion pour aller à Cusco. Donc, c'est à Cusco qu'on va commencer notre voyage pour la plupart, sauf pour un qui s'appelle Huayhuash, où on va être plus au nord de Lima, où il dit Huascarán. Là, c'est la cordillère de Huayhuash, puis la cordillère Blanche qui se trouve, puis c'est là qu'on va faire notre voyage au Huayhuash. Mais pour tout le reste de notre voyage qui s'affiche dans le site Internet, c'est vraiment autour de Cusco où on va y être. Donc, ça, c'était juste encore une fois pour juste vous situer un peu. Dans notre voyage, on ne va pas à Puno, qui c'est plus au sud, à côté du lac Titicaca. On n'y va pas là. On ne va pas non plus à Arequipa. C'est deux autres destinations, endroits assez touristiques. Si jamais vous voulez les connaître ou faire une extension, on peut toujours vous aider. Mais pour l'instant, tout notre voyage ne va pas là. Donc, il n'y a pas de itinéraire où on se promet à Puno ou à Arequipa. Ici, j'ai trouvé ça intéressant, cette carte-ci, parce qu'on voit bien où il y a les montagnes, où on voit bien aussi qu'il y a des cordillères, la cordillère occidentale, on voit où il y a le Machu Picchu à côté de la cordillère orientale vers Cusco. Donc, c'était encore une fois juste pour vous situer un peu plus. Dans tout notre voyage, il faut savoir qu'on voit toujours Cusco, la vallée sacrée, Machu Picchu. Ça ne change pas, sauf pour Huayhuash, encore une fois. Mais sinon, tout le reste, on va aller visiter Cusco, on va aller visiter la vallée sacrée, puis on va aller visiter Machu Picchu. Ça, c'est dans tout notre voyage. Mais l'ordre, c'est celui qui change un peu. Donc, est-ce qu'on visite en premier Cusco, la vallée sacrée ou les Machu Picchu? C'est ça qui change un peu, mais sinon, on va toujours visiter. J'ai voulu encore vous partager une autre carte. Donc là, avec les points noirs, on voit bien Cusco. Cusco, en fait, c'est une ville coloniale très, très charmante. Il y a encore un mélange entre les constructions pré-Inca, puis coloniales. Cusco, il faut savoir aussi qu'il y a autour des 3400 mètres. Donc, c'est haut. Nous qui on habite souvent au Québec, presque au niveau de la mer, arriver à 3400 mètres, ça peut faire un effet dans notre corps. Cependant, l'altitude, chaque personne réagit différemment, puis on ne sait pas comment on va réagir, mais c'est sûr qu'à 3400 mètres, on peut déjà parler qu'on est en haute altitude. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va directement à Pisac. On arrive, puis on ne reste même pas une nuit à Cusco, on va directement à Pisac. Pisac, c'est une ville assez charmante, 1h30 de Cusco. Là, on entre vraiment plus dans une ambiance, petit village, avec des sites archéologiques, un marché. J'adore les marchés de Pisac, c'est vraiment, c'est un marché plutôt d'artisanat, mais c'est super coloré. Ça fait une vraie immersion tranquille vers la civilisation Inca et puis tout ce qui va avec. Puis l'altitude est plus basse, et autour de 2900 mètres. Donc, ça fait une différence de quand même 300-400 mètres de différence pour les dodos, les premiers dodos. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de ne pas dormir tout de suite à Cusco, mais d'aller à Pisac. Après, ici, on voit d'autres noms qui apparaissent un peu plus en grand, c'est l'Urubamba. Urubamba, c'est un autre village. Puis sachez qu'à haut de l'Urubamba, c'est la cordillère de l'Urubamba et que la rivière qu'on voit, c'est la rivière de Vilcanota, mais qu'on appelle aussi la rivière de l'Urubamba. Donc, ça, c'est un autre un peu des endroits qu'on va visiter. Et il y a Ollantaytambo, qui est un peu plus vers les Machu Picchu. Ça, c'est un autre village qu'on va visiter, dont il y a un autre site archéologique très intéressant. Donc, ça, c'est un autre petit village qu'on visite dans tout notre voyage. Donc, ça fait partie de la vallée sacrée. Les salines de Maras également.
et Morai. Morai, on voit ici dans le cercle comme un site c'est un météorite en fait qui est tombé puis que les Incas ont profité pour faire des terrasses agricoles comme un laboratoire. Donc, je ne veux pas tout dévoiler l'histoire. Mais je ne veux pas dévoiler toute l'histoire des Simca, mais juste pour vous situer un peu. Proche des Morai, on a une communauté avec qui on travaille, puis c'est vraiment magnifique. Ça fait longtemps qu'on a créé ce bon lien avec la communauté, donc on les encourage, puis on dort presque dans tous nos circuits une nuitée dans cette communauté. Pourquoi? Entre autres, parce que aussi c'est un bon test pour l'altitude, c'est assez haut, mais on va être encore dans un endroit confortable. On dit chez l'habitant, mais en réalité, c'est que chaque famille a construit des champs pour les inviter à l'extérieur. Donc, on ne dort pas nécessairement à l'intérieur de la maison des familles, mais on va passer du temps avec les familles, puis c'est les familles qui nous préparent les repas, on va passer du temps avec les enfants. Donc, c'est quand même une approche à la vie traditionnelle de cette communauté. Donc, ça, c'est pour la vallée sacrée. Donc, c'est notre terrain justement pour faire souvent des journées d'acclimatation entre 3, 2, 4 selon les circuits. Donc, c'est intéressant parce que dans tout notre voyage, ça va nous permettre d'entrer dans cette immersion Inca avec toute l'histoire, la culture. Puis, ça va nous permettre justement d'aller progressivement en altitude avant de commencer à demander à notre corps un effort physique. Donc, les Machu Picchu, j'avais dit, on va visiter. Les Machu Picchu, dans le fond, on les fait souvent à la fin du voyage, sauf pour les Choquequirao qu'on les fait au milieu du voyage à cause qu'on est déjà là. Pardon, c'est pas le Choquequirao, c'est la Osangate. Les Machu Picchu, aujourd'hui, à 2500 personnes par jour. Il y a des permis, des routes spécifiques à faire. Il faut acheter les billets à l'avance, idéalement. Donc, au moment que vous vous inscrivez, que le voyage est confirmé, on passe aussi à l'achat de cette entrée. La durée de la visite, c'est plus ou moins 12h30. C'est guidé, donc le guide va vous accompagner pour vous expliquer la citadelle. Il y a certains circuits qu'on va arriver à la porte du soleil, donc on va voir la vue de tous les sites depuis la montagne du Machu Picchu, mais après on revient les lendemains pour faire la visite du Machu Picchu. Donc dans tous nos circuits, on va voir les Machu Picchu et on va faire notre visite guidée avec notre guide au Machu Picchu. Donc ça ne change pas. La vallée sacrée, on avait parlé, Pisac, Sacsayhuaman, Misminay, Ollantaytambo. Donc, c'est des noms des villages, des endroits qu'on va visiter dans tous des sites archéologiques qui nous montrent des constructions militaires, agricoles ou religieuses. Tous les sites avaient une importance. Donc, dans chaque site, on va pouvoir apprécier justement des terrasses. On va pouvoir aussi apprendre de la construction, comment est-ce qu'ils ont fait pour prendre des roches de cette taille jusqu'à cet endroit, d'où ils ont trouvé ça, pourquoi ils l'ont fait, pourquoi ils ont décidé de le faire. Vous savez aussi, le Pérou, c'est un endroit qui peut avoir des tremblements de terre, donc c'est quand même étonnant qu'après toutes ces années, ils sont encore dans très bon état, la plupart des sites archéologiques. Donc, les guides seront avec vous pour vous apprendre l'importance, justement, si c'était plus un site archéologique ou un endroit militaire pour défendre justement l'entrée de la vallée sacrée. Donc, ça, c'était aussi souvent, c'est le cas de Pisac. Les salines de Maras, c'est super intéressant. À l'époque, il n'y avait pas des frites, donc c'était vraiment avec du sel qu'il fallait conserver les aliments. Donc, le sel il avait une valeur importante, c'était comme la monnaie. Et puis, cet endroit était parfait pour avoir du sel naturellement. Donc, on crée des bassins, puis on peut encore visiter et on peut même en acheter aujourd'hui. Donc, ça, c'est la communauté dont je vous ai parlé, la communauté des Misminay, une petite communauté qui habite encore de façon très traditionnelle, super bien située, surtout pour nous.
parce que, comme je disais, c'est très proche des murailles. Quand on arrive à Moraille, on n'arrive pas à voir l'ampleur du site, pendant que quand on est plus à haut, on arrive à voir vraiment toute la taille du site, puis toutes les terrasses, puis c'est vraiment fascinant. La première fois que je suis allée, je ne connaissais pas encore la communauté, donc on était encore en bas, puis je dirais que j'avais comme moins apprécié les sites. Une fois que je suis allée à la communauté, puis que j'ai vu les sites d'en haut, j'étais comme, oh, wow, OK, ben c'est ça, c'est impressionnant. Puis il y a aussi le grand avantage de cette communauté, c'est que quand on marche, ben, ça nous permet de voir comment ça va le corps à cette altitude. Puis on a toute une belle vue de toute la cordillère, surtout on voit même les Salcantay, que c'est une montagne sacrée par les Incas. Alors, Cusco, je vous disais, on va à la fin. On commence par Cusco parce qu'on atterrit à Cusco, mais on ne reste pas dans notre circuit, on ne reste pas même une nuit à Cusco. Cependant, si jamais vous voulez vous remettre du vol, c'est souvent des longs vols, etc., vous pouvez toujours ajouter une nuit avant à Cusco, comme arriver un jour plus tôt, vous reposer, prendre l'énergie, puis après, on se donne rendez-vous les jours que le groupe arrive. Donc ça, c'est toujours une possibilité, puis même, je vous le conseille à faire pour ceux qui, comme moi, des avions de nuit, ça prend trop d'énergie. Cusco, c'est super charmant, c'est super facile, c'est touristique, c'est sécuritaire. C'est vraiment une ville que si je pourrais habiter là, je pense que j'habiterais là. C'est vraiment fascinant. Une ville vraiment qui vit beaucoup du tourisme. Les centres-villes, c'est super agréable à visiter. Il y a, comme je disais, des architectures encore pré-inca qu'on peut voir dans le village, dans la ville, parce que c'est quand même une grande ville. Il y a les marchés, donc il y a ce mélange déjà entre la culture, l'histoire, les passés, les présents, la modernité. Donc, c'est super intéressant. La plupart des gens parlent anglais parce que, comme je disais, la plupart de personnes vivent du tourisme. Donc, c'est quand même une ville assez facile à visiter ou à prolonger ou arriver à l'avant. Alors, là, ça va être notre trek, les différents treks que nous en avons. Donc, on a plusieurs. On a pour l'instant 5 affichés sur les sites Internet. Il y a les sentiers Inca, donc là où je l'ai mis par niveau de difficulté. Donc, il y a les sentiers Inca. Il y a les Salcantay, que c'est des voyages de 13-15 jours. Les sentiers Inca, je vais les répéter de toute façon plus tard, mais les sentiers Inca, c'est 5 jours de trek. Les Salcantay, c'est 7 jours de trek. Après, Choquequirao, niveau 3, un peu plus engagé, plus soutenu, Choquequirao, Sangate et Waiwash. Choquequirao, dans le fond, c'est 8 jours de trek. À Sangate, on va à 9 jours de trek. Puis, Waiwash, on va à 12 jours de trek. Donc, ça dépend aussi. Vous voyez, plus Santinka, c'est 13 jours au total de voyage, pendant que Waiwash, on va à 20 jours de voyage. Donc, encore une fois, pour vous situer un peu avant d'aller plus loin, je voulais vous montrer, donc en haut, en rouge, on voit la cordillère. Donc ça, c'est toutes les cordillères qu'on peut voir au Pérou, donc les cordillères de Waiwash et la cordillère Blanca, ça se situe ici. Donc cette partie, on va la visiter dans le voyage de Waiwash. Puis après, proche de Cusco, on a la cordillère de Urubamba, que je vais parler tantôt, la cordillère de Vilcabamba, dans les Salcantay, on a un voyage aussi qui se passe dans cette cordillère, et la cordillère de Vilcanota, qui c'est la Usangate. Donc, dans tout notre voyage, on essaie d'être situé justement stratégiquement dans un des cordillères. Ben là, c'est un peu les plus hauts sommets, donc les Huascarán, qui se trouvent dans la cordillère Blanche, Waiwash, dans la cordillère de Jurapaja, donc Ausangate, Vilcanota. Donc, dans tout notre voyage, on va vraiment être entouré des montagnes de plus de 6000 mètres souvent. Donc, ici, voilà Cusco. Juste pour vous citer rapidement, donc Salcantay, Ausangate, on les voit ici, Urubamba. Donc, ça, c'est les premiers voyages dont je veux parler de ces 3 premiers voyages. Mais avant de continuer, j'aimerais justement voir si j'ai des questions. Ben, c'était pour la présentation. Merci à tous de m'avoir aidé. Il y a quelqu'un qui a une question sur la situation politique au Pérou. Est-ce que c'est un bon moment d'y aller? Donc, en mars.
OK. Mars, dans le fond, pour nous, on n'y va pas. Ça me permet aussi de vous parler la saison au Pérou. Donc, Pérou, on y va d'avril à fin septembre. Pourquoi? Parce que c'est hors la saison des pluies. La pluie finit plutôt en mars. Des fois, ça peut prolonger même début ou avril. Mais c'est sûr que les pires moments, c'est maintenant, décembre, janvier. C'est quand il y a vraiment beaucoup de pluie. Donc, on essaie d'éviter, c'est pas agréable de marcher dans la pluie, puis notre voyage, des voyages de randonnée, de trek avec des nuits en camping. Donc, on évite ces saisons. On commence en avril. Je suis allée 3 fois en avril. Jamais été vraiment dérangée par la pluie. On a eu un peu de pluie, mais pas beaucoup. Puis c'était agréable parce que c'était le début de la saison. Donc, tout le monde était content. Ça commence la saison. Les touristes arrivent. Yeah, l'économie commence à s'activer. C'est comme tout le monde est de bonne humeur. La pluie vient de sortir. Donc, tout est vert. Il y a plein de fleurs. Moi je trouvais ça fascinant. Donc, j'ai bien aimé. La température est douce. C'est pas encore même dans les sommets ou autres, ou des cols qu'on passe, c'est pas encore très froid comme il peut être en juin, juillet, août. Donc, la saison, en fait, on n'a pas des saisons comme ici, printemps, été, automne, hiver. C'est plus la saison des pluies. Puis après, la saison sèche, puis la saison froide. Donc, la saison froide, la plus froide, comme je disais, c'est plus comme fin juin, tout juillet, début août, ça se peut aussi. Donc, avril, mai, encore, il n'y en a pas de températures très froide. C'est sûr que plus tu montes en altitude, plus ça va être froid. Encore une fois, plus on s'approche vers août, septembre, la température commence à être aussi plus douce. Plus on s'approche en novembre, donc septembre, octobre, à partir d'octobre, on commence à sentir la pluie qui s'en vient. À novembre, on est déjà dans la saison de pluie. Donc, c'est comme ça qu'on gère la saison au Pérou. Donc, c'est pour ça que nous, on est des départs à partir d'avril jusqu'à fin septembre. Donc, la situation politique comme telle, la situation politique est complexe en Amérique du Sud au complet. Si vous suivez un peu les nouvelles, la Bolivie, Brésil, Argentine, donc c'est assez complexe. Je ne veux pas trop mettre d'emphase là-dessus parce que j'aimerais plutôt vous parler des voyages, mais sachez que la situation politique est complexe. Les voyages, l'avertissement, c'est éviter tout voyage non essentiel. C'est par région et ça touche pas à tous les voyages. Par exemple, les voyages n'est pas touché du tout. C'est pas une question de sécurité pour votre personne, surtout pas si vous voyagez avec nous. Et nous, avec l'information qu'on a, et pas juste l'information des nouvelles, mais l'information qui va aussi de notre arrière, les muletiers du village, comme des entrepreneurs de Lima, comme les formations qu'on a recueillies de plusieurs personnes et en parlant avec des autres agences, même de voyage avec qui on est des amis, on estime tous que la situation va aller par le mieux. On est en janvier. La saison commence en avril, puis on a assez confiance qu'on va pouvoir opérer notre voyage. Donc, si vous voulez en parler un peu plus sur la situation, si c'est quelque chose qui vous inquiète, vous pouvez m'appeler. Si vous êtes inscrit au voyage, c'est sûr qu'avec plaisir, on va en discuter. Mais sachez qu'il y a qu'est-ce qui se dit dans les nouvelles. C'est sûr qu'il faut faire beaucoup attention à ce que le gouvernement du Canada affiche sur son site. Mais encore une fois, on est en janvier et la saison commence en avril. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent passer d'ici et on estime que ce pas des choses qui vont aller vers les pires, sinon vers les mieux. Et c'est aussi 20 ans d'expérience qui nous appuie dans cette lecture. On n'est pas des politiciens, puis il y a beaucoup de choses qui peuvent changer, mais bon, je vais m'arrêter là, puis je vais continuer à parler des voyages, puis après, peut-être, on va pouvoir retourner à cette question. Comme je vous dis, vous pouvez m'appeler si jamais vous avez encore des inquiétudes et que cela vous embête de vous inscrire au voyage. Donc, on continue.
Donc, voici aussi, grosso modo, toutes un peu les circuits qu'on offre. Donc, Anvers, c'est notre voyage au Choquequirao. Ça vous permet de voir un peu qu'est-ce que c'est. Les salles Cantaï, ça serait celui en rose. Après, les Urubamba, on ne les voit pas bien ici. Puis, les fameux chamans Inca, c'est celui qui est en orange, on pourrait dire. Donc, ça vous permet de voir 12 circuits qu'on offre dans notre voyage. Il y a plusieurs agences qui offrent des variantes. Nous, on a choisi cette route parce qu'on aime beaucoup justement ça, sortir des sentiers achalandés, de faire la même chose que tout le monde. On passe énormément de temps à penser à un itinéraire qui vous offre vraiment un aperçu du Pérou, que vous faites une belle découverte, mais qui vous sort justement, on veut pas vous offrir un endroit où vous allez camper avec 5 groupes qui ne respectent pas justement, il n'y a pas de respect entre les groupes, il n'y a pas de respect vers la nature. Donc, on essaie vraiment toujours de trouver une solution, d'aller chercher les plus bels endroits. Des fois, on se complique la vie, mais on l'assume. On ajoute une journée, on essaie toujours de trouver vraiment la formule parfaite où vous allez avoir vraiment une formule avec des belles rencontres, avec beaucoup de respect avec la nature et les communautés à laquelle on visite, puis justement avec des paysages stupéfiants. Donc, c'est ça qu'on cherche, puis c'est ça qu'on est fiers d'offrir. Donc, le premier voyage, c'est les sentiers Inca. Donc, c'est celui le plus court, c'est 13 jours. On va avoir 3 journées d'acclimatation, donc une très bonne journée d'acclimatation, dont il y a une randonnée à Uchucosco, que c'est encore une fois dans la vallée sacrée. C'est quand même un bon test de voir comment les corps commencent à agir à l'altitude. On va visiter la communauté des Misminay. C'est 4 jours dans la région de l'Urubamba, donc dans la cordillère de l'Urubamba. Là, c'est vraiment des rencontres fortes avec la communauté. Puis, on va arriver à pied au Machu Picchu par la Porte du Soleil. Donc, on emprunte les fameux chemins Inca. Pour ces voyages, on a besoin d'un permis, donc il faut faire attention. 2500 personnes pour les Machu Picchu, donc seulement 500 personnes peuvent emprunter les chemins Inca. Donc, nous, on va faire la dernière journée du Chaman Inca pour pouvoir arriver au Machu Picchu à pied. Et on a besoin d'acheter un permis pour cette dernière journée. Alors, encore une fois, pour vous situer, Cusco est tout en bas. Après, il y a Pisac, on avait dit, on commence à faire les premiers dodo, puis on commence à visiter la vallée sacrée. Puis l'Urubamba, on les voit bien aussi dans la carte au milieu. Puis juste en haut de l'Urubamba, on voit qu'il y a déjà comme des petites taches blanches. Ben, c'est la cordillère justement de l'Urubamba et c'est les sommets enneigés qu'on a et qu'on va passer à travers très proche dans l'école. Donc, c'est vraiment un voyage qu'on va visiter le Machu Picchu à la fin. Donc, on arrive au pied du Machu Picchu. Puis, en plus, le lendemain, on les visite avec notre guide. On va visiter la vallée sacrée, comme je vous ai parlé, la communauté des Misminay. Mais ces voyages, vraiment, je les conseille aux gens qui cherchent beaucoup aussi une rencontre, de voir un peu la culture, les traditions du Pérou. Ça va vous permettre de voir tout cela. On est là, je vais vous parler tranquillement de notre équipement, mais dans cette photo, ça me permet de vous montrer, on a toujours des temps de repas. Donc, c'est sûr que c'est des campements qui sont déjà en altitude, donc on est froide. Plus on va vers juillet, ça va être encore plus froid. On parle de températures qui peuvent descendre même un peu de zéro, sinon ça peut être des journées qui entre 5 et 0 au petit matin. Mais on est en tout confort, on a des petites tentes comme cela. Pour le manger, on voit des bancs, mais on mange vraiment, il y a une table, il y a des petites bandes, des chaises pour s'asseoir. Il y a une cuisinière avec nous qui nous fait à manger. On mange vraiment bien au Pérou. C'est connu pour sa gastronomie. Puis vous allez voir vraiment, c'est incroyable qu'est-ce qu'on peut manger. On peut bien manger. Puis c'est impressionnant qu'est-ce que les guides peuvent nous cuisiner en milieu de la nature comme ici.
Vous voyez aussi dans les photos, on a des chevaux, donc on a des mules qui transportent les bagages, puis on a toujours un cheval d'assistance. Donc, soit ça parce que vous voulez un peu tester et passer comme 1 heure à cheval parce que c'est le fun, soit parce que cette journée, vous avez mal dormi, vous avez un peu mal à la tête ou un petit mot au ventre, donc vous avez un peu moins d'énergie. Donc, sans problème, vous pourriez finir la journée à cheval. Donc, on a toujours un cheval d'assistance. Dans la culture péruvienne, dans cette communauté, on a vraiment une belle relation aussi dans les communautés de l'Urubamba. Donc, souvent, l'arriero, des fois, l'arriero, c'est la personne qui s'occupe des animaux. Il nous invite à passer chez lui, il nous présente sa femme. Donc, c'est vraiment une un voyage avec belle surprises et des rencontres. On est proche des glaciers, on est proche des hautes montagnes, mais on ne va pas faire d'ascension, c'est pas technique, on ne va pas aller les plus hauts, mais on passe quelques cols de plus de 4000 mètres. Ça, c'est sûr. Vous voyez les terrains aussi par lesquels on marche, c'est pas balisé. Donc, c'est vraiment, on a plein de choix selon l'itinéraire. On peut adapter l'itinéraire si jamais, par exemple, on a des températures qui nous font avancer moins vite ou autre. Il y a des lacs d'altitude avec des couleurs vraiment merveilleuses, bleu turquoise. Et il y a 2, 3 communautés dans lesquelles on va passer très proche ou même des fois même dormir dans la communauté en camping toujours. Mais ça nous permet justement d'avoir cette rencontre. Des fois, si c'est entre semaines, on peut voir les enfants qui vont à l'école ou viennent passer dans la cour de l'école, puis on passe un petit moment avec eux. Donc, c'est vraiment, c'est ça qui offre ce voyage. C'est une bonne randonnée parce que c'est quand même 6-7 heures de marche par jour avec des paysages comme celui-là, des montagnes, on est toujours entouré des montagnes, mais avec cette rencontre, on va trouver des animaux, on va des fois trouver une madame qui promène ses moutons qui est en train de récolter la patate ou en train de planter la patate, ça dépend de la saison, donc, ou les mois dans lesquels vous allez être. Les campings, vous allez voir, on a vraiment beaucoup de terrain pour pouvoir monter notre campement. On essaie toujours de monter les campements les plus proches d'un ruisseau où on va pouvoir aller récupérer l'eau pour manger, pour faire à manger, mais aussi pour se laver et même pour boire. Donc, c'est sûr que les campements sont fixés. Il y a plusieurs choix. On n'a pas nécessairement, on n'a pas besoin d'arriver à 7 campements parce que ils ont permis ou que c'est déjà réservé. Au contraire, cet endroit est assez isolé, assez moins fréquenté, qu'on a cette liberté. On peut arrêter où on veut, ou on les guide décide d'arrêter parce que c'est beau, parce qu'ils nous ont annoncé qu'il y a un mariage demain, je ne sais pas où, et on est invité, donc on peut justement s'approcher un peu plus ou déplacer notre campement pour aller vivre cette expérience. Donc ça, c'est la beauté de ce voyage, qu'on a cette liberté. Voilà, encore, c'est vraiment c'est sûr que ça, c'était une photo prise directement de la tente. Tu sors de ta tente, puis tu vois ces sortes des paysages. Ça, c'est l'école dans laquelle on va passer. Donc, on voit que oui, il y a un bon dénivelé, mais ça reste quand même des sentiers transités par les animaux. Donc, ça reste quand même un sentier quand même facile à pratiquer, à marcher. Si on a l'habitude à marcher, on n'aurait pas de problème à faire ces voyages. On parlait des campements proches des ruisseaux et je vous disais, à la fin du voyage, on va retourner, puis on va s'approcher, on va finir notre 4 jours de trek, puis après, on va faire la dernière journée du Jamaïca. Cette journée, c'est fascinant parce que les Machu Picchu, c'est vraiment la partie plus bas que vous serez dans tous les voyages. Donc, les paysages vont complètement changer. On s'approche beaucoup à la jungle, à l'Amazonie. Donc, c'est plus vert, la végétation va complètement changer. Là, on est complètement dans les vestiges archéologiques. Donc, on va vraiment avoir un choc, mais on va avoir un plaisir aussi à changer un peu d'écosystème puis des points de vue. Puis, c'est les points de vue de quand on arrive à la porte du soleil. Et ça, c'est les Machu Picchu. Donc, on va descendre, on va visiter un peu le Machu Picchu, mais on ne va pas faire la visite guidée. C'est juste parce que c'est dans notre route pour aller à Aguascalientes, qui c'est les villages plus proches de Machu Picchu, où on va dormir, on va trouver notre douche, notre confort, puis le lendemain, on va pouvoir visiter en tranquillité fraîche, puis doucher à les Machu Picchu avec notre guide. Donc,
On mange énormément des patates. Donc, pour la nourriture, on mange très bien au Pérou, mais c'est sûr que les patates, il y a énormément de variantes, puis c'est très présent dans la nourriture. C'est comme les Mexicains, on a la tortilla, ben, eux autres, c'est les patates dans les repas typiques. Si on reste vraiment dans notre famille traditionnelle, on va manger de patates matin, midi et soir. Et quand les patates, ça prend tout le temps à cuire, puis quand on est en altitude, ça prend encore plus de temps. Donc, vous imaginez que ils enchaîneront toujours avec des patates qui c'est cuit dans, dans le chaudron. Bon, la nourriture, comme je vous disais, c'est vraiment excellent. On mange très, très, très bien. On déborde pas matin, midi, soir. On offre aussi des collations. Il y a une cuisinière qui vient avec nous dans tout notre circuit. Puis vraiment, c'est la signature Caravani, la signature Pérou. Puis chaque fois, c'est 4 phrases de comment ils ont bien mangé. Le retour des voyageurs, c'est souvent vraiment 4 phrases de comment ils ont été bien traités, la culture. Puis des fois, c'est une phrase, et le Machu Picchu, c'est cool. Donc, avant de partir, on rêve d'aller au Machu Picchu, mais quand on fait le voyage au Pérou, on revient avec une expérience tellement vaste, tellement riche que finalement, les Machu Picchu restent, oui, dans notre souvenir, c'est magnifique, on veut le voir, mais finalement, on se rend compte que le Pérou, c'est bien plus que les Machu Picchu. C'est ça, donc quand même, il arrive, je ne sais pas dans quel temps, mais à décoller notre cocombe, puis faire des petits dessins avec la nourriture. Donc, voilà, on finit le voyage à Cusco, comme dans tout notre voyage, on va finir notre voyage à Cusco pour reprendre notre vol à Montréal. Donc, avant de commencer à parler de Salcantay, je vais aller voir si on a des questions. Avez-vous des options de trekking sur des sommets de 6000 mètres? Donc, je vais vous parler tantôt, mais on fait pas des ascensions des montagnes de 6000 mètres, malheureusement, pas encore. On a dû commencer la reprise après la pandémie avec plutôt des treks, mais ça reste un peu dans les surprises, peut-être 2024, 2025, mais pour l'instant, on ne fait pas la haute montagne comme des voyages d'alpinisme comme tel. Mais si vous cherchez des voyages de haute altitude, des treks de haute altitude, restez avec nous. Je vais vous parler de 2 ou 3 qui pourraient vous intéresser fortement. Est-ce que votre présentation sera disponible pour la regarder plus tard? Oui, la présentation va être disponible. Sinon aussi, si jamais vous voulez voir, il y a déjà des conférences dans notre YouTube. Vous pouvez, ou dans la Facebook aussi, on a des conférences déjà enregistrées que vous pouvez regarder n'importe quand. Et sinon, ça va me faire plaisir aussi de faire une rencontre avec vous pour parler peut-être d'un voyage qui vous attire, puis essayer de vous expliquer. Pour les sentiers Inca, combien de kilomètres par jour en moyenne marchons-nous? OK. Ça, c'est une bonne question. Merci pour la question parce que c'est très important et très pertinent. Je trouve que des fois, on n'aime pas trop parler de kilométrage. Si vous allez dans notre site Internet, il n'y a pas combien de kilomètres on fait par jour. C'est souvent combien de temps de marche on fait par jour parce que ce n'est pas la même chose faire 5 kilomètres en plat que faire 10 km à 1000 mètres avec une 1000 mètres de dénivelé. Donc, on parle souvent des temps de marche puis de dénivelé. Pour les sentiers Inca, c'est autour de 700 mètres, 800 mètres de dénivelé, 500 à 700 mètres de dénivelé par jour et entre 6 et 8 heures de marche par jour. Puis pour le kilométrage, on essaie de faire entre 10 et 15. Mais encore une fois, ça dépend l'effort, ça dépend des conditions. On essaie, c'est sûr que dans la journée, il faut manger, il faut apprécier. C'est toujours des randonnées aussi contemplatives, donc c'est pas une course. Ça, c'est sûr, c'est pas une course, on va pas trop vite. Mais c'est sûr qu'on essaie d'avoir un rythme constant, d'avoir une bonne endurance, d'avoir le temps aussi d'apprécier. Donc, 5 heures de marche, plus se réveiller, garder nos affaires, ça remplit rapidement la journée. Salcantay. Donc, Salcantay, en fait, c'est un voyage aussi très complet. Là, on passe des 15 jours avec 7 jours de trek. 6 heures de camping. Une chose que j'ai oublié de dire, c'est que le sentier Inca, pour ceux qui n'aiment pas trop le camping, c'est celui qui a moins de camping. Même si on a 5 jours de trek, il y a juste 2 dedans en camping.
3 Dodons Camping. Donc, vous pouvez m'appeler. Si c'est un voyage que vous n'aimez pas trop le camping et que c'est ça qui vous fait hésiter, c'est les Sentiers Inca, c'est votre voyage. Donc, on oublie Sentiers Inca, on part sur les Salcantay. Donc, Salcantay, 3 jours d'acclimatation, encore une fois, donc une bonne acclimatation, 7 jours de trek, dont 3 sur les Chama Inca, les fameux Chama Inca. Mais encore une fois, attention, il y a des permis. Donc, il faut avoir des permis pour pouvoir faire ce voyage. Donc, c'est un des voyages qu'il faut vraiment, vraiment réserver tôt. Donc, les Salcantay, encore une fois, on arrive à Cusco, on va à Pisac, on fait notre visite de toute la vallée sacrée, on va passer notre nuit à la communauté, mais là, cette fois-ci, on va aller direction Salcantay. Donc, Salcantay, c'est une montagne de plus de 6000 mètres. C'est excuse-moi. De plus de 6000 mètres. C'est vraiment une cordillère fascinante. Pour les Incas, c'est une montagne sacrée. Même aujourd'hui, pour les Quechua, les peuples autochtones, et c'est vraiment une montagne, une Apu. Apu, ça veut dire grand-père. Donc, c'est El Apu Salcantay, puis c'est vraiment vénéré et respecté. Puis pour eux, c'est une entité. C'est pas juste une montagne, c'est une montagne vénérée, puis sacrée par les Quechua et c'est l'été par les Incas également. Donc, on va pas faire l'ascension, on n'est pas du tout dans l'ascension encore une fois, mais on va s'approcher beaucoup au glacier, on va passer des cols, on les voit proches de la montagne, mais on n'est pas dans les ascensions techniques ou autres. Puis après, l'avantage de ces voyages, c'est qu'on va pouvoir visiter les fameux chamans Inca, mais d'une façon très différente, la façon caravanière. Donc, on essaie de décaler, de pas être avec tout le monde, de vous offrir vraiment une belle expérience. Donc, on visite le Machu Picchu encore une fois dans ce voyage. On arrive même au pied du Machu Picchu, on arrive à la Porte du Soleil et on passe après le Machu Picchu quand on finit le trek. Donc, c'est vraiment, si vous voulez, si vous rêvez d'arriver à la Porte du Soleil, d'arriver au Machu Picchu à pied, c'est un autre voyage qui peut vous plaire. Donc, les fameux chamans, les chamans Inca, on a différents accès. Donc, on a les kilomètres 82, on a les kilomètres 104. C'est les kilomètres 104 qui nous fait entrer pour la dernière portion, la dernière journée, comme on fait en Sentier Inca. Mais pour les Salcantay, ce qu'on va faire, c'est on triche un peu. On n'entre pas dans les endroits où tout le monde entre. On entre un peu par l'arrière, comme par la sortie d'urgence, si on peut dire. On entre vraiment par l'arrière. On ne va pas voir cette panneau parce que justement, on a triché un peu, puis on va entrer par les montagnes. Donc, on va entrer par les fameux, proche de Salcantay. On visite, comme je disais, toute la vallée sacrée. Voilà, Vizcacha, c'est un petit lapin, une sorte de lapin qui habite au Pérou, puis qu'on les voit souvent, surtout dans ce circuit. Puis voilà, on commence à voir ici déjà des images du chaman Inca. Comme je vous disais, chaman Inca, c'est 500 permis par jour. Ça veut dire qu'on va partager les sentiers du chaman Inca avec 500 personnes. On n'a pas le choix, c'est comme ça. C'est la règle du ministère de la Culture, puis c'est la règle aussi du parc. Si on parc, donc c'est protégé. Puis avant, c'était justement pour les protéger, on limitait les nombres des participants qui peuvent avoir accès au chaman Inca. Donc, on a des campements fixes là, on ne peut pas déplacer, on doit vraiment arriver là. Donc, on va faire les 3 derniers jours du chaman Inca avec ce voyage, mais juste avant, on va justement apprécier les Salcantay. Ça, c'est la montagne Salcantay. Comme je disais, on ne fait pas l'ascension, on ne fait pas le sommet, mais on va passer proche. Dans ce voyage de 7 jours, on a un mélange des porteurs, mais tout au début du voyage, on va voir des mules, des animaux, des compagnies, pas des compagnies, mais des animaux de charge. Donc, c'est les animaux. Les 4 premiers jours, on a des chevals et des mules qui chargent tout l'équipement. Mais quand on entre sur les chamans Inca, on n'a pas le droit d'entrer avec les animaux. Donc là, c'est les porteurs qui arrivent puis qui commencent à nous aider à transporter les bagages. Donc, on voit bien les porteurs des caravaniers qui nous accompagnent le long du voyage. On fait énormément attention avec les porteurs. On pèse vraiment
son sac. On essaie de jamais surcharger les porteurs. Les prix sont justement parce qu'on préfère d'avoir plus de porteurs que surcharger un porteur. Donc, c'est vraiment, des fois, les prix sont un peu plus chers, mais sachez qu'on compte ça considère tout cela aussi. Donc, ça c'est aussi en image de la vallée sacrée, mais déjà de point de vue du Salcantay. Et voilà aussi des paysages qu'on va voir avant d'arriver sur les Chamaïncas. C'est la journée juste avant d'entrer sur les Chamaïncas de notre voyage Salcantay. On commence à entrer dans une vallée. On voit bien déjà la petite rivière. C'est pas une rivière, c'est vraiment des canaux qui ont fait, qui étaient déjà faits par les Incas. Donc, on commence tranquillement, après un bon séjour de 4 jours plein de montagnes autour de la montagne Salcantay, on commence tranquillement à entrer dans l'immersion Inca avec les vestiges archéologiques. Donc, c'est ça des paysages qu'on va trouver sur les Salcantay. On voit c'est quand même sec, on est en altitude, donc la température commence à être plus froide, plus sec, on a moins de végétation, pendant que, comme je vous disais tantôt, plus on approche de Machu Picchu, là, c'est beaucoup plus vert, beaucoup plus vaste en végétation, pendant que quand on est en altitude, on oublie les arbres, c'est vraiment contemplatif vers la montagne. Donc, un voyage fascinant parce que ça vous permet d'avoir un peu de nature, un peu une bonne trek de 7 jours avec les mystiques chamans incas. Donc, vous allez avoir un peu de tout. La culture, puis l'immersion de l'histoire dans la portion de l'acclimatation, la nature et les paysages dans les premiers jours de trek. Puis justement, je vais prendre un gorgée. Justement, c'est un endroit que c'est tellement moins fréquenté de la façon qu'on les fait qu'on peut justement, on va avoir des campements juste pour nous, on ne va pas justement partager les campements, on n'est pas pressé. On sait que oui, dans les jours 4, on doit arriver, mais cependant, on est assez libre et on a cette liberté. Une fois qu'on entre sur les chemins Incas, là, on commence à partager un peu notre sentier puis notre campement avec les autres participants, les autres personnes qui ont acheté aussi les permis. Mais on commence à entrer dans toute une immersion plutôt histoire avec des paysages qui varient beaucoup puis qui changent énormément. Donc voilà, on voit ici les campements. Donc encore une fois, on doit chercher des campings où on a des sources d'eau proches. On est toujours des tentes à 3 personnes. Puis on vous jumelle. Si vous voyagez seul, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. On va juste vous jumeler avec une autre personne du même sexe, donc homme avec homme, femme avec femme. Puis des fois même, on peut se permettre, selon les voyages, de vous donner en tente solo avec un petit supplément. Voilà, donc c'est un peu les sortes de paysages. Puis c'est sûr que plus on s'approche de Machu Picchu, on commence à voir plus de marches, plus des roches, plus de vestiges aussi. Pour ceux qui ont des vertiges, peut-être il y a 2 ou 3 passages, mais des petits passages, c'est pas beaucoup, mais qui peut avoir un peu de vide. Vous pouvez me parler si jamais c'est des choses qui ça vous fait peur. Là. Oups. Puis voilà, c'est vraiment, on voit vraiment les chamans Inca, moi j'aime bien l'appeler les chamans royaux Inca, parce que c'est sûr que c'était les chamans qui étaient empruntés pour arriver au Machu Picchu. C'est pendant des sentiers Inca, des chamans Inca, il y a des centaines de kilomètres. Mais celui-là, on l'appelle les chamans Inca parce que c'est les plus connus, puis c'est les chamans qui nous rendent justement à pied au Machu Picchu. Mais je préfère l'appeler les chamans royaux Inca. Donc voici les chamans royaux Inca. Donc là, je vais vous parler, puis j'ai essayé de faire justement la différence entre chaman royal Inca, puis chaman Inca, puis sentier Inca. Comme je disais, il y a beaucoup des sentiers qui étaient empruntés par les Incas, puis qu'on voit qui ont travaillé pour que les sentiers restent pour longtemps. Puis là, je vous parle de mon voyage préféré, le Choquequirao. Donc, le Choquequirao, c'est 16 jours. 8 jours de trek. Là, on commence à entrer dans les voyages un peu plus engagés, plus soutenus. Encore une fois, c'est 3 jours d'acclimatation. On visite le Machu Picchu. On visite aussi la vallée sacrée Cusco.
on va marcher 8 jours consécutifs. Mais attention, ces voyages ne vous fait pas entrer à pied au Machu Picchu, mais on visite le Machu Picchu. Par contre, on vous donne l'opportunité de visiter la cité de Choquequirao, qui est une cité magnifique pour les gens qui adorent l'histoire, qui vraiment son rêve d'aller au Pérou. C'est à cause de Machu Picchu, les sites archéologiques, tout. Ouais, c'est ça, tout ce qui va avec. Donc, Choquequirao, si vous êtes un peu plus euh, motivé à faire 8 jours consécutifs de marche avec des bons dénivelés, c'est vraiment votre option. Je vous jure, vous ne regretterez pas. Donc, voici, là, on parlait tantôt, on était, Cusco est beaucoup plus à droite, on va Ollantaytambo, Salcantay. Choquequirao est complètement à gauche. Donc, on est encore plus loin de Cusco. On voit bien la área conservation régionale Choquequirao. Donc, on est de côté encore gauche de Salcantay. Donc, encore une fois, je vous répète, on visite le Machu Picchu, mais on n'entre pas à pied au Machu Picchu, mais on va visiter le Machu Picchu. Ce voyage vraiment est côté acclimatation est vraiment les meilleurs. C'est vraiment la géographie nous permet d'aller très mollo en altitude. On commence très bas, puis on va tranquillement en altitude. Cependant, on les paye avec les dénivelés. Donc, c'est beaucoup de dénivelés, 1000 à 1500 mètres par jour pendant 8 jours consécutifs. Donc, pour ceux qui font la randonnée, c'est comme faire le Mont Lafayette ou Washington pendant 8 jours consécutifs. Donc, il faut s'entraîner, il faut être habitué à faire plusieurs jours consécutifs et avec des bons dénivelés. On peut vous donner des conseils d'entraînement aussi si c'est le voyage qui vous intéresse. On est en janvier. On a 3 départs pour les Choquequirao, donc c'est tout à fait possible et réalisable si vous pouvez vous donner le temps de vous entraîner. Et si vous pensez que c'est le voyage qui vous plaît, je vous jure, c'est un des plus beaux voyages que j'ai fait de trek en Amérique du Sud. Donc, on voit bien, c'est vraiment, on va toujours, c'est très montagneux, on est dans notre cordillère, beaucoup de montagnes. On commence bas, donc encore une fois, on a des végétations qui va changer à tous les jours, progressivement. On commence, la première fois que je l'ai fait, j'étais en short pour les 2 premiers jours, puis j'ai fini avec ma grosse doudoune d'expédition pour la dernière journée. Donc, ça varie beaucoup. Fascinant et c'est un voyage aussi on a une forte relation avec une communauté. Donc, on travaille avec cette communauté, on engage des chevals et des mules pour les transports des bagages. Et donc, je disais vous que si les sentiers doivent être assez larges pour que les mules puissent passer. On commence très bas, donc végétation plus verte, plus différente. On les voit encore dans cette photo et on va tranquillement en altitude. Là, Choquequirao, c'est une citadelle, un site archéologique d'une importance comme les Machu Picchu. Donc, même à un moment donné, ils ont décidé, est-ce que quelqu'un fait, on développe Machu Picchu, Choquequirao, parce que les deux ont une importance en architecture, en histoire vraiment importante. C'est juste que Choquequirao, pour te rendre là, il faut marcher 12 jours consécutifs avec beaucoup de dénivelés. Donc, l'accès était vraiment difficile. Pendant que Machu Picchu, où était situé, était beaucoup plus accessible. Donc, ils ont décidé de développer Machu Picchu. Donc, Choquequirao reste un peu comme les Machu Picchu, mais je ne veux pas dire Machu Picchu parce que c'est complètement différent, mais c'est un endroit fascinant. Encore, j'imagine que quand il y a peut-être, je ne sais pas, 50 ans, quelqu'un était arrivé à Machu Picchu ou plus, puis il y avait encore la moitié des vestiges cachés dans la nature. Ben, c'est ça qu'on vous offre dans Choquequirao. C'est incroyable comme endroit. Puis après 2 jours de bonne marche, tu arrives dans cette citadelle, puis c'est vraiment comme je disais, c'est un endroit qui a encore beaucoup de sites et encore caché dans la nature. On voit de temps en temps, comme on commence à marcher, et après 2 jours, on commence à trouver justement un peu partout. On comprend que c'est un grand endroit, une grande citadelle. Il y avait beaucoup de personnes qui habitaient là. Un des Incas était placé là. Puis quand on arrive à Citadelle, il n'y a même pas ils ont permis d'entrer, mais il n'y a même pas une garde ou une police qui te demande je veux voir votre permis. On arrive souvent à la fin de la journée avec des lumières magiques.
il n'y a personne dans le site, donc c'est vraiment, vraiment magnifique. Là, on est encore dans la plupart des citadelles, il fallait manger, donc il fallait développer l'agriculture, donc les fameuses terrasses. On peut se permettre même dormir dans certaines terrasses parce que, comme je dis, c'est un peu moins contrôlé aujourd'hui. Évidemment, on fait énormément attention, puis on respecte beaucoup, mais ça vous permet d'entrer dans cette immersion un peu d'exploration. On se sent que c'est nous qui on vient de découvrir en citadelle au milieu de la nature. Donc, c'est fascinant. Les 2 premiers jours, il y a déjà plusieurs personnes qui essayent aussi de se rendre. Ce n'est pas tout le monde qui se rend à cause du niveau des difficultés. Puis, une fois qu'on est rendu à la citadelle, la plupart fait demi-tour puis revient dans ses pas pour retourner où on laissait la voiture, où on commençait. Nous, on va continuer. On va continuer. Puis, donc, plus on continue les voyages, moins des personnes on va croiser. C'est juste un endroit où on va peut-être partager un peu le campement, mais sinon, toutes les restes, c'est vraiment un endroit pour ceux qui cherchent plus des sentiers moins fréquentés, des endroits plus isolés, une bonne approche à tout ce qui est l'histoire, la culture du pays. C'est un voyage que je vous conseille fortement. C'est sûr que c'est assez caractéristique de cette site archéologique, mais ils ont mis des lamas. C'est une représentation des lamas dans les terrasses. Donc, c'est vraiment si on une photo de ça, tout ce qui c'est Choquequirao. Voilà de notre campement. Donc, après avoir arrivé à la citadelle, on continue à marcher. Puis là, on peut se permettre de dormir dans cette belle terrasse. La vue de l'autre côté, vous voyez, c'est des vraies montagnes. C'est vraiment, on monte, on descend, on monte, on descend. On travaille les mollets, puis les muscles travaillent fort, mais on est tellement content d'arriver. Puis c'est tellement fascinant, puis les paysages sont tellement wow que finalement, tu ne peux pas croire que tu as passé 2 montagnes dans une journée. Mais oui, on est capable de marcher autant dans des conditions si belles, puis des paysages stupéfiants. Donc, voilà cette photo. Ne vous inquiétez pas pour encore ceux qui ont des vertiges. Encore une fois, disiez-vous que la moule a passé par là, puis que la photo de où je l'ai prise est vraiment comme située pour qu'il donne cette ambiance ou cette image, mais on n'a pas du tout dans le vide total, mais souvent c'est ça, c'est qu'on traverse les montagnes, on monte et on descend, puis on voit souvent ça c'est vraiment un passage, une journée, c'est pas tout le temps comme ça, mais c'est juste pour vous donner une idée de l'ampleur. C'est très varié comme végétation et comme paysage. Donc aussi, pour ceux qui aiment beaucoup la nature, c'est un voyage que je vous conseille. Et voilà, encore pour les chamans incas. Donc, c'est sûr que ça, c'était créé par les Incas, mais on ne l'appelle pas un chaman inca, mais c'était un sentier créé par les Incas, puis on va transiter là-dessus. On a des chevals d'assistance aussi dans ces voyages. Donc, si jamais, encore une fois, vous avez mal dormi, vous sentez un peu mal, vous pouvez, on oublie l'ego, puis on embarque dans le cheval, il n'y a pas de problème. On finit à Huancacaye, donc encore une fois, c'est un site assez intéressant, il a un côté historique assez fascinant, donc on finit dans cet endroit. Là, il y a un chauffeur qui vient nous récupérer à la fin du trek. Puis, on prend la route pour aller justement à Huascalientes, les villages les plus proches du Machu Picchu, pour après visiter les Machu Picchu. Donc, ça, c'est le voyage du Choquequirao. Puis, je vais enchaîner avec l'Ausangate, mais avant de continuer avec l'Ausangate, je vais regarder s'il y a encore des questions. Non, il n'y a pas de questions. Non, il n'y a pas de questions. Donc, OK, je vais continuer. Ausangate, encore un voyage qui était un peu amélioré, changé pour cette année. Je voulais vraiment faire quelque chose J'aime beaucoup le voyage du sentier Inca avec l'histoire des rencontres. C'est parfait pour un court voyage, une première fois. Mais je me disais, mais ceux qui veulent aller plus loin, qui ont comme un peu d'énergie, puis qui veulent comme prolonger cette plaisir de continuer dans les montagnes, des rencontres avec les petites communautés, qu'est-ce qu'on peut offrir de plus? Puis là, j'ai eu l'idée d'ajouter l'Ausangate. Donc, c'est comme une version allongée des sentiers Inca avec la montagne de l'Ausangate, qui encore une fois, c'est une montagne, c'est une montagne, une haute montagne
de plus de 6 000 mètres sacrés par les Incas. Donc, on devient encore une fois à cette image d'une montagne, d'un grand-père pour les Quechua, d'un grand-père pour les Incas qui ont trouvé que c'était des montagnes magiques, mystiques, puis que pour eux, ça représentait un peu comme un dieu. Donc, on voulait aller là puis vous offrir ça. Donc, on fait presque la même chose. On fait la même chose que Santi Inca, mais on va prolonger, puis on va faire 6 jours de plus de randonnées dans l'Ausangate. Donc, ici, on va à Cusco, donc, on va vraiment de l'autre côté. Là, on est complètement à droite de Cusco. Donc, ça nous fait visiter beaucoup de tout ce qui c'est autour de Cusco, toute la vallée sacrée, l'Urubamba, le kilomètre 104 dans les champs Inca, Machu Picchu et en plus l'Ausangate. Donc, ça vous fait un voyage très complet. On va essayer le Machu Picchu. On entre à pied dans le Machu Picchu avec le kilomètre 104 et les champs Inca, mais après, on vient dans cet environnement qui c'est fascinant. C'est vraiment, il y a beaucoup de sources thermales, donc tant à Urubamba comme ici. Donc, c'est un voyage vraiment, on fait beaucoup d'efforts, ça va être froid parce que c'est plus en altitude, mais on a l'opportunité d'aller dans les sources thermales. On est vraiment plus proche des glaciers, de la neige, mais on va encore une fois, c'est pas technique du tout. On marche souvent aussi dans des vallées qui sont magnifiques. Puis ce voyage, en fait, encore une fois, beaucoup de lacs, des montagnes, mais ce voyage, en plus, il vous fait arriver là à pied à la fameuse montagne arc-en-ciel. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette montagne, mais de plus en plus, c'est super populaire. Il y a beaucoup de gens qui l'offrent, même depuis Cusco. Je trouve ça même un peu, je sais pas, dangereux si on veut. Aller à Cusco, on arrive à Cusco, c'est 3500 mètres. On dort une nuit ou deux, puis après, les photos, la photo qu'on voit, c'est déjà 5000 mètres. Donc, 5000 mètres, c'est haut. C'est le corps cherche son oxygène. Puis là, passer dans une journée, en plus, tu ne marches même pas, tu te rentres en voiture, puis tu marches un peu pour aller prendre ta photo, puis tu reviens. Je trouve ça que c'est dur pour le corps, c'est un peu dangereux. Donc, ce voyage, c'est qu'il vous permet écoutez, on est déjà super acclimaté, on a fait déjà les Urubamba, on est vraiment super acclimaté. On commençait notre voyage au Sangate, ça c'est la 12e, 3e journée qu'on va arriver ici. Donc on est super acclimaté, donc on arrive avant que toute la foule arrive parce qu'on fait un camping très proche. Donc on commence cette journée peut-être même à la noirceur, mais ça nous fait arriver super tôt puis avoir vraiment tout cet endroit juste pour nous. Puis quand on voit que la foule commence à arriver, nous, on part. Puis on continue notre boucle sur l'Ausangate. Donc, pour ceux qui aiment beaucoup justement d'espace, d'espace sauvage, d'approche à la montagne, de voir des glaciers, d'attendre. On attendait craquer les glaciers des fois dans nos campings. Donc, les lacs aussi sont merveilleux. Donc, c'est vraiment prolonger la passion que vous savez. Si le Urubamba, vous avez fait, oh, wow, c'est beau. Ici, c'est comme juste prolonger les bonheurs d'être dans ces sortes de milieux avec une bonne acclimatation en plus. Donc, vous allez vraiment apprécier. Il faut juste être justement, bien habillé, avoir un bon matériel pour bien profiter puis ne pas avoir froid. Mais sinon, ça reste quand même un voyage, un long trek. Là, on parle déjà de 10 jours de trek, mais ça reste quand même accessible si on s'entraîne puis on a du matériel qui nous permet de profiter de ce voyage. Donc, vous voyez vraiment les couleurs, les passages sont assez magnifiques. Encore une fois, on est super bien encadré. On a notre guide, des tentes spacieuses, des tentes de 3 places pour 12 personnes. Donc, on est quand même super bien. Mais comme je disais, même il y a des petits matins qu'on peut se réveiller, puis on peut avoir des petites grêles, des petites couches de neige autour du campement qui va s'envoler la journée. Il fait quand même assez doux, 15 degrés des fois. Donc, c'est vraiment dès qu'on n'a plus de soleil que la température commence à être plus froide. Puis ça, c'est complètement déconseillé. En altitude, on n'essaie pas de mettre notre tête en bas. C'était juste pour la photo, mais c'était juste comme un drôle de photo. Puis
Aujourd'hui, malheureusement, les glaciers, avec les changements climatiques, on n'est plus dans les glaciers ont beaucoup raccourci, beaucoup, beaucoup. On n'a plus cette photo et date peut-être des 20 ans. Donc, on a malheureusement, c'est justement pour ceux qui désirent voir ça, peut-être aussi, c'est le moment d'aller avant qu'il soit trop tard. Donc, je vous dis, c'est un voyage on a l'opportunité d'aller souvent dans des petites sources d'eau chaude, que pour les Cinca et les Quechua aussi, c'était des sommets médicinales. Donc, on va pouvoir finir le voyage avec un petit piscine d'eau médicinale pour bien finir le trek. Donc, je vais finir par un autre voyage. Encore, on est là, on n'est plus dans le Cusco, Machu Picchu, on est vraiment loin de ça. C'est souvent un 12e voyage au Pérou. Donc, là, on a beaucoup de voyageurs qui ont fait en premier le Pérou, Cusco, Salcantay, Santiago, Urubamba, Sangade. Puis après, ils disent, ah non, je vais retourner, mais je ne vais pas faire la même chose. Donc, voici qu'est-ce qu'on vous offre, c'est le voyage du Guaywash. Donc, Guaywash, on est dans 20 jours, on est vraiment dans les Cordillères Blanches, on est vraiment plus dans, on passe des cols assez souvent proche des 5000 mètres. Donc, on est vraiment plus au nord. On voit bien la cordillère blanche, la cordillère noire, c'est écrit en noir, la cordillère blanca. Et tout en bas, c'est la cordillère de Guaywash. Donc, c'est ça notre terrain de jeu. Il y a Huaraz, qui c'est les villages où on commence, c'est un peu plus bas, donc ça nous permet de nous acclimater. Donc, encore une fois, voilà la carte. Donc, on voit tout en bas, Jerupaja, c'est la montagne, c'est la cordillère de Huayhuash. En fait, tout au nord, on va au Parc national de Huascarán. Donc, c'est cette journée d'acclimatation. Puis après, on voit Huaraz un peu en bas de Huascarán, c'est le village où on commence. Donc, c'est ça qu'on va visiter dans ce voyage. On ne visite pas Machu Picchu dans ces voyages, mais vous pouvez l'organiser si vous restez quelques jours de plus. Là, c'est vraiment un Lonely Planet et d'autres guides de voyage ont classé cette trek comme un des plus beaux du monde. Donc, ça est devenu de plus en plus populaire aussi. On est aussi dans un parc, donc on a des sites, pour les campings qui sont régulés. On peut pas on peut pas camper n'importe où. C'est vraiment, il faut respecter. Mais les paysages sont impressionnants. On visite pas le Machu Picchu, mais on visite le Chavin de Huaraz, qui c'est un autre site précolombien, même avant les Incas. Donc, c'est intéressant aussi de ce côté, si vous êtes intéressé par l'histoire, l'archéologie. C'est super intéressant. C'est rare qui s'est inclus dans les itinéraires. On voulait l'inclure parce qu'on trouve que ça fait partie aussi de l'histoire, puis ça fait partie du voyage. Puis c'est intéressant de voir qu'il y avait déjà des choses même avant les Incas. Donc, on visite ce site archéologique. On est encore une fois dans des paysages de haute altitude, donc on peut les considérer un long trek de haute altitude, mais attention, on ne parle pas d'alpinisme, on ne parle pas de voyages techniques, on n'a même pas de crampons, c'est vraiment juste une longue randonnée, donc plusieurs jours. Les dénivelés est quand même moyenne, 600 mètres de dénivelé, 800 mètres de dénivelé, mais plusieurs jours consécutifs. Et encore une fois, en haute altitude, dont l'effroi va être un impact à cause à l'effort puis au confort de ces voyages. Une petite curiosité, mais au Cusco, beaucoup de mules, pendant que dans le nord, c'est beaucoup de ânes. Donc, voici la photo des ânes, des animaux qui vont peut-être porter notre bagage. On est face à cette montagne du Rupaja. Donc, c'est toujours, on fait une boucle, donc on va la tourner au complet. On a toujours un super belle vue. On va voir tous les côtés de la montagne. C'est ça qui est fascinant dans cette trek. Encore une fois, même équipement, on est super bien encadré, des tentes repas, des tentes spacieuses pour nous. On fournit les tentes, on fournit les matelas, les oreillers. Donc, on a tout pour votre confort. Il faut juste apporter sac de couchage, vêtements de rechange, trousse toilette. Ça applique à tout notre voyage.
Donc, c'est vraiment un voyage fascinant pour ceux qui veulent retourner au Pérou, ceux qui rêvent plus des hautes montagnes, qui rêvent de faire une longue trek de haute altitude avec des paysages quand même assez wow. C'est un voyage que ça pourrait être intéressé. Puis juste un petit clin d'œil, ces voyages cette année, on les fait en partenariat avec les chefs de montagne. On a déjà une date de confirmée et presque complet. Il nous reste 3 places. Donc, si jamais c'est un voyage qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Puis, juste un autre petit clin d'œil, c'est la Polobamba. Polobamba, c'est une cordillère qui est très proche du Pérou. On est plus dans les lacs Titicaca, mais côté Bolivie. Donc, c'est justement la situation politique où vous êtes ouvert à visiter une autre région hors le Pérou, mais qui vous offre justement une ambiance très similaire, peut-être pas dans la culture ou l'histoire, beaucoup dans la culture, mais peut-être moins dans les vestiges archéologiques, autres, mais dans la nature, dans les paysages, dans l'ambiance, de faire un voyage dans la Cordillère des Andes. C'est un voyage que je vous conseille fortement. C'est un autre de mes préférés. On va visiter les lacs Titicaca, donc aussi pour ceux qui veulent visiter les lacs Titicaca, côté Bolivie, l'île de Soleil. On va vraiment être, encore une fois, c'est beaucoup là, on est dans une glacier, on va traverser une glacier, je vais vous montrer une photo. 8 jours de randonnée, très sauvage. Il ne peut pas avoir plus sauvage que la Polobamba, assez unique. On est dans une réserve de vicuña, de bigognes. La vicuña, c'est les bigognes. Donc, c'est comme de la même famille des lamas, d'alpaga, mais très, très sauvage. On croise personne, mais vraiment personne dans tous les voyages. On est les seuls à marcher et c'est assez fascinant. Voilà les petits glaciers qu'on va passer. On a toujours des petits spikes ou des petits crampons pour les traverser. C'est une demi-journée et la traversée dure peut-être 1 heure et demie. C'est pas plus que ça. Donc, encore une fois, j'aime bien parler de l'équipe. Donc, c'est sûr que beaucoup de notre travail et de notre réputation qu'on fait de notre travail au Pérou, c'est grâce à notre équipe locale. Voici Wilfredo, un excellent guide, vraiment un passionné de son pays, gentil comme tout, musicien, vraiment, il a toutes les bonnes caractéristiques pour être un bon guide. Et il va être l'équipe de cuisine, évidemment, toutes les arrieros, les porteurs. Ils font toujours des petites surprises, là. C'est surprise pour les caravaniers. C'est eux qui ont eu l'initiative. Souvent, ils nous font des gâteaux au milieu de. C'est super, c'est super impressionnant faire un gâteau avec sans four, sans rien, avec 3 ingrédients, puis arrive à les faire. Donc, c'est vraiment une équipe qu'on adore, puis qui vont faire vraiment de votre voyage. Vous allez retourner en amour, pas juste du Pérou, mais du péruvien, puis entre autres de notre équipe locale, je vous assure. Donc, juste un petit quiz. Je sais que Myriam, avant le quiz, je vais aller avec les questions. C'est quoi la date prévue pour les chèvres? Donc, la date prévue pour les chèvres, je l'avais noté, t'inquiète. Le départ, c'est le 25 juin. Puis tout est dans notre site Internet. Tu peux aussi communiquer avec nous si ces voyages vous intéressent. Il nous reste 3 places. Est-ce que c'est possible de faire comprendre en anglais en général au Pérou? Oui, en général, c'est possible de vous faire. Ça dépend énormément si vous êtes dans des endroits touristiques ou pas. Je parle, c'est ma langue natale, c'est ma langue d'origine, c'est l'espagnol. Puis souvent, quand tu arrives dans les communautés, ça parle pas espagnol, ça parle quechua. Donc, ça dépend qu'est-ce que tu fais. C'est sûr qu'en voyageant avec nous en groupe, ça te permet beaucoup avec cette transition d'avoir un ambassadeur, souvent c'est des gars, mais c'est un ambassadeur qui va faire les liens, qui va t'aider justement à cette approche, à cette communication. Mais si tu fais justement, si tu prends un voyage avec nous, mais tu veux faire une extension au lac Titicaca, ou tu veux arriver un peu plus avant Cusco, visiter Lima, Cusco, Puno, Arequipa, c'est des endroits quand même super développés pour les touristes. Donc oui, là, tu vas pouvoir te faire comprendre en anglais sans problème. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être avant de faire les quiz, j'aimerais beaucoup prendre votre question.
Je m'excuse encore une fois pour la partie un peu technique, c'est pas ma force. Donc, je vais faire rapidement le quiz, puis après, j'aimerais justement arrêter le partage d'écran pour vous voir. Surtout pour que Donc, un voyage pour l'histoire et les mollets. Est-ce que quelqu'un peut me donner la réponse? Non? Bah, c'est entre autres les Choquequirao. Je vous avais dit beaucoup de dénivelé pour ces voyages. Un voyage avec l'arrivée au Machu Picchu. Là, c'est plusieurs voyages. Donc, on avait l'Ausangate, on avait les sentiers Inca, on avait les Salcantay. Donc, les trois vous permettent d'arriver à pied au Machu Picchu. Un peu plus long, avec moins de monde et l'arrivée au pied de Machu Picchu, là encore, il y a deux bonnes réponses. Ça pourrait être l'Ausangate ou les Salcantay. Rappelez-vous que les deux, on arrive à pied au Machu Picchu. Puis c'est de 7 à 10 jours de marche. Les Mokurus aussi, on a encore 2-3 bonnes réponses. Donc, on pourrait dire les Choquequirao, qui c'est beaucoup Mokuru. Les Waiwash, on pourrait dire aussi. La Bolivie, donc les derniers que je vous ai parlé, si vous cherchez vraiment être dans un endroit où on croise personne, ça pourrait être bien la Bolivie. Sinon, bah, Ausangate, ça pourrait être aussi une autre bonne réponse. Les plus proches des glaciers, là aussi, encore une fois, on a deux bonnes réponses. Donc, ça pourrait être même trois. Ausangate, Waiwash, celui des chefs de montagne, ou bien la Polobamba en Bolivie. Un beau trek avec de belles rencontres. Donc là, on peut avoir les sentiers Inca, qui c'est la courte version, ou la Ausangate, qui c'est la longue version du sentier Inca. Alors, les questions, donc je vais arrêter le partage d'écran. Excellent. Donc, les dates pour la Bolivie, c'est en juillet et en septembre. Pour ceux qui posent la question. Donc, la Bolivie, c'est juillet-septembre. On a l'option aussi, pour ceux qui sont intéressés justement à la haute montagne, de faire l'ascension des Illimani. Donc, là, on parle vraiment d'une ascension des hautes montagnes. Donc, ça pourrait être intéressant pour ceux qui demandaient est-ce qu'on peut aller à plus de 6000 mètres. Vous avez encore d'autres questions? Bon, ceux qui veulent partir, je vous remercie encore une fois d'être ici, de m'avoir écouté parler pendant presque 1h30 avec mon accent. C'est toujours super stressant pour moi, mais moi, je me suis dit, ben, ça fait un charme pour les Pérous. Ça va être, ça va être l'accent aussi de votre guide. Je vous remercie énormément. Pour ceux qui ont des questions encore, restez avec moi. Je vais vraiment prendre le temps de répondre à toutes les questions. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci encore d'être ici. Merci encore de nous faire confiance. Ceux qui sont inscrits ou pas inscrits, je vais lancer aussi, j'avais un petit questionnaire. Je ne sais pas si je l'avais déjà lancé ou pas, mais si je l'ai lancé déjà, si vous avez pris le temps de les répondre, je vous remercie. Puis encore une fois, merci. Donc, je continue par les questions. Quel niveau faut-il avoir pour le Waiwash? J'ai déjà fait le Salcantay en septembre. Donc, si vous avez fait le Salcantay, Waiwash est toujours faisable. C'est juste plus haut, plus détente des marches. Donc, continuez à s'entraîner, endurance. Mais si c'était bien passé le Salcantay, si vous savez trouver les Salcantay en voyage, tu avais le goût, tu avais encore du fun à la fin. Waiwash, ça pourrait être une très bonne option pour retourner au Pérou. Il y a quelqu'un qui s'est trouvé dans les photos. Donc, tu vas pouvoir peut-être la prochaine fois que retourner pour prendre. Le Waiwash, il n'y a pas de piscine avec les sources thermales, mais il y a quelques endroits qu'il y en a, donc tu vas pouvoir retourner te baigner. Donc, est-ce qu'il y a encore des questions? Vous pouvez toujours nous contacter. Donc là, il me manquait juste la partie comment vous inscrire et tout ça. Donc,
Pour vous inscrire, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez simplement nous contacter par courriel ou par téléphone, moi ou ma collègue Ophélie. Après, on va vous envoyer une fiche d'inscription. On aime toujours parler avec vous parce que ça nous permet aussi de vous connaître, ça nous permet aussi de sortir de notre routine facture, fiche, de pouvoir parler avec quelqu'un, de faire votre connaissance, de pouvoir vraiment discuter du voyage. Ça nous fait plaisir. Puis après, on peut savoir la fiche d'inscription. Vous pouvez payer un dépôt. On vous demande un dépôt pour pouvoir vous compter comme personne inscrite au voyage. Une fois que le voyage est garanti et confirmé, là, on passe à l'achat des vols. Donc, les prix n'incluent pas le vol. Il faut les savoir. Donc, on regarde les vols une fois que le voyage est confirmé. On faut compter autour des $1 500 plus ou moins aller-retour Montréal, Cusco. Si jamais vous êtes à Québec ou vous préférez partir d'Ottawa parce que vous habitez à Gatineau, c'est toujours possible de les faire. Donc, pour ça, il n'y a pas de problème. Il faut juste nous indiquer ça dans la fiche d'inscription. Combien de personnes par groupe? Merci, c'est une très bonne question. C'est autour, on confirme à 4-5 personnes, puis on va jusqu'à 10, exceptionnellement 11-12, ça dépend. Pour les voyages des chefs, c'est les seuls qui ont accepté beaucoup plus de personnes. C'était vraiment un voyage un peu plus privatif, si on veut, mais en général, c'est des petits groupes de 4-5, minimum, maximum 10. 12, vraiment, 12, c'est vraiment gros max. C'est parce qu'on a un couple qui voulait vraiment y aller, puis il y avait la seule place disponible, puis on ne veut pas les dire non. Puis, mais sinon, c'est vraiment on arrête à 10. Normalement, on arrête à 10. Liste d'équipements recommandés, mais merci, c'est encore une très bonne question. Donc, on fournit, une fois que vous êtes inscrite, vous allez accès à une liste d'équipements qu'on recommande pour les voyages. On fait toujours aussi une rencontre de départ virtuelle, encore une fois. Ça vous permet à tous d'être là, à rencontrer à rencontrer tous les groupes avant de partir. Des fois, même les guides peuvent participer. On vous donne plein de conseils avant de partir. On vous explique encore une fois l'ambiance du voyage. On passe à travers la liste des matériels, mais en règle générale, c'est des vêtements de rechange, un petit trousse toilette, sac de couchage. Puis, en gros, c'est ça qu'il faut apporter. Nous, on fournit tente, on fournit matelas sol, et évidemment toute la portion d'équipement commun pour les campings. Âge minimal des participantes. Donc, pour les voyages décesseurs, surtout au niveau 2, niveau 3, l'altitude, voyage des groupes, on peut accepter, c'est rare, mais des fois, on a des familles qui veulent s'inscrire puis qui ont des adolescents, donc on parle des 16, 18, 20 ans, il n'y a pas de problème, mais moins de 15 ans, ça commence à être, il faut parler, puis souvent, qu'est-ce qu'on va vous proposer? C'est peut-être privatiser le voyage pour votre famille. On a cette option aussi, si jamais vous êtes nombreux, vous êtes un groupe d'amis, vous êtes deux familles qui veulent faire un voyage, mais les dates ne correspondent pas, vous voulez privatiser votre voyage, vous pouvez nous contacter, on peut toujours faire ça pour vous. Donc, on a besoin juste un minimum de personnes. C'est sûr qu'on ne peut pas privatiser à 3 personnes, mais on peut privatiser si jamais les projets correspondent entre vous et nous. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si jamais c'est votre cas, si vous êtes une gang d'amis ou deux familles ou une famille assez nombreuse qui mérite privatiser le voyage, ça pourrait être complètement une option pour nous. Rappelez-vous, avril, septembre, c'est la saison, on ne va pas avant ou après à cause de la pluie. Merci pour votre question. Ça me fait voir qu'il y a encore des gens avec moi. Donc, je ne suis pas toute seule. C'est un peu bizarre de toujours faire des conférences où tu ne vois pas les participants. Mais bon,